Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième session de formation sur les options. J'allais dire d'initiation, mais là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'initiation, c'était la semaine dernière. Là, on va passer à la vitesse supérieure aujourd'hui. Merci à Raphaël d'avoir organisé les choses avec le CBOI, donc Raphaël de WH et le CBOI, d'avoir organisé cet événement pour nous permettre de parler, de démocratiser, de vous permettre de comprendre les options. Et donc, pour cette deuxième séquence où on va passer à des éléments un petit peu plus techniques aussi aujourd'hui, accrochez-vous, mais vous pourrez retrouver cette vidéo intégralement sur la chaîne YouTube de WH Self-Invest, donc France. Donc, vous aurez les éléments pour vous revenir en arrière si les choses sont allées un petit peu vite, mais on va essayer de prendre le temps et puis au fur et à mesure de vous expliquer les choses et puis de répondre bien entendu à la fin à vos questions. Si tu veux, voilà, nous rappeler qui nous sommes. Paul et moi, donc on s'est rencontrés il y a un an avec Paul autour des options. Paul, lui, il est trader pour compte propre depuis 2011. Il est passionné d'options. Il a trouvé que c'était le marché le plus intéressant et je le confirme et je rejoins son point de vue. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer cet atelier des options. Et Paul, il est donc vit de son trading depuis maintenant plusieurs années. Et comme il était passionné, il a développé un blog et puis une formation et on a décidé de mutualiser nos compétences pour vous permettre de mieux comprendre ces marchés, de vous donner du contenu et puis des formations pour ceux qui le souhaitent pour aller plus loin avec des méthodes clés en main détaillées qui vous permettent de travailler de façon systématique, mécanique avec des outils bien clés en main pour pouvoir, avec un travail complémentaire à fournir, comprendre, utiliser ces options de façon concrète, que ce soit en investissement ou en trading. Le but d'aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin dans la compréhension, encore une fois, dans la démocratisation de ces marchés d'options qui font un peu peur en France, alors que autant, c'est le moment de mettre cette slide-là. Autant il y a des raisons d'avoir peur si on utilise mal les options, autant si on les utilise bien, il y a toutes les raisons d'être cool, justement parce qu'on bloque parfaitement son risque, son gain. On sait exactement où on met les pieds grâce aux options, avec des éléments techniques à comprendre. Et donc, vous pouvez prendre connaissance de ce disclaimer qui vous indique que voilà, les options ne sont pas faites pour tout le monde. Par définition, mais qu'encore une fois, il y a une grande partie des investisseurs étrangers qui ont été plus sensibilisés à la culture financière, à la culture économique, qui s'y sont intéressés depuis longtemps et qui donc ont décidé de les utiliser très fréquemment, même à titre de couverture tout simplement dans un portefeuille pour commencer. Donc, je pense que vous avez pu prendre connaissance des risques qu'impliquent les options. On peut perdre tout son capital et même plus en cas dans certaines prises de position. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait avant de le faire, bien entendu, prendre le temps de comprendre ces marchés et en revanche, une fois que c'est le cas, de savoir où on met les pieds et comme ça de maîtriser son risque. Donc, on va essayer de vous aider à débloquer des opportunités, notamment sur le marché français des options, grâce au CEDEX et au CBOI qui donc développent ce marché aujourd'hui et donc la possibilité de traiter sur le marché français aussi. Les objectifs du jour, donc ça va être d'explorer le trading d'options françaises sur le CEDEX, donc des options sur actions notamment, c'est celles qui peuvent être tradées sur le marché actions. De mettre en évidence, de comprendre ce que les avantages de l'utilisation des options dans un portefeuille. Encore une fois, avec les options, on peut absolument tout faire, travailler à la hausse, à la baisse, on va le revoir dans un instant, mais je le répète toujours, même en l'absence de tendance, et puis on peut créer des stratégies qui vont permettre de travailler avec d'autres paramètres que sont le temps, la volatilité notamment, et on va aller voir justement ces paramètres dans un instant qui sont les fameux grecs. Ça va être aussi le principal objectif du jour, de comprendre les grecs, de comprendre ce qui permet de composer une option. Alors, on va rentrer dans quelque chose de technique. Moi, je voulais vous dire tout de suite en introduction qu'il ne faut pas être inquiet du côté mathématique des choses. C'est mieux d'être capable de faire un peu de calcul mental quand on fait des options, d'être un peu bon en maths basique. On va vous montrer des formules à l'écran qui pourraient faire fuir n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur mathématicien pour traiter les options. Et d'ailleurs, c'est un des grands traders d'options qui s'appelle Sheldon Nattenberg qui le dit lui-même. Les plus grands traders d'options au monde n'ont jamais utilisé un pricer. Maintenant,
sans utiliser un pricer dans chaque prise de position, il va être quand même falloir être capable de comprendre comment fonctionne l'option. Comme les plus grands musiciens, hein, il y en a qui travaillent très bien et qui ont travaillé très bien leur gamme et qui ensuite sont capables d'improviser. Puis il y en a qui font ça au feeling. Bah, voilà, on peut dire que grâce aux options, il y a les deux, mais il faut quand même comprendre la musique. Il y en a qui le font de façon intuitive. Et bien là, il y a les deux. Et il faut quand même passer par ce travail de compréhension en amont. Mais vous allez voir, c'est quand même extrêmement intéressant et ça vous permet de comprendre pourquoi les options fonctionnent de cette façon-là, pourquoi l'effet de levier, pourquoi elles accélèrent, pourquoi elles ralentissent et pourquoi on peut gagner de l'argent quand le temps ou le stress augmente ou diminue, justement. Et donc, on va, grâce aux grecs, déterminer l'utilité des grecs pour gérer l'exposition de sa position avec des cas réels qui vont vous permettre de comprendre comment on les utilise et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, on peut passer voilà, à la slide suivante. On rappelle ici bien quel est l'intérêt d'utiliser les options. Donc, c'est de protéger son capital. C'est la base de la construction des options. On l'a évoqué largement la dernière fois, donc je vais revenir dessus un peu plus rapidement aujourd'hui. Mais on rappelle que c'est comme ça que sont nées les options. C'était pour couvrir un capital, couvrir une récolte. C'est la base. Et ça peut être la première utilisation que vous pouvez faire des options. Au lieu de vendre tout votre portefeuille, et le jour où vous avez un doute, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous achetez un put et vous vous protégez, évidemment, en appliquant des critères précis en fonction du niveau d'assurance que vous voulez obtenir dans votre portefeuille. C'est exactement quand vous achetez un contrat d'assurance pour votre voiture ou votre maison, c'est exactement le fait d'acheter un put. C'est le même principe. Vous pouvez le faire sur votre portefeuille. Et l'intérêt, c'est qu'avec un portefeuille en bourse, eh bien, il y a des choses beaucoup plus fines. On peut générer des revenus. Ça va faire partie des éléments qu'on va comprendre aujourd'hui justement avec l'utilisation des Grecs. Donc, générer du rendement, du revenu régulier, hedger, équilibrer ses positions, faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire sécuriser un gain ou travailler sur des écarts de marché qui sont eh bien anormaux. Paul va vous l'expliquer dans un instant d'ailleurs comment théoriquement on peut repérer des écarts anormaux de marché grâce aux options et sur le pricing d'une option en tout cas. On va voir comment on peut aussi optimiser son exposition, c'est-à-dire eh bien dans certains cas, ça fait partie des éléments que propose Paul dans sa méthode de réparer une position perdante, par exemple, ou alors d'acheter une action moins chère. C'est fait partie des éléments qu'on va pouvoir faire grâce aux options, de travailler sans ordre stop et d'avoir justement une protection qui est équivalente à l'ordre stop, mais sans mort subite, la mort subite qui est l'ordre stop, et puis de gérer une trésorerie, encore une fois, en exploitant le temps et de façon, donc, dans ces cas-là, beaucoup plus tranquille, de façon beaucoup moins agressive que dans le trading. Vous voyez, donc, parmi les possibilités très très larges qu'offrent les options, tous les éléments qu'on a déjà évoqués les fois précédentes et qu'on rappelle ici. Alors, je vais donner la parole à Paul qui va vous expliquer cette notion de parité put-call. Oui, voilà, donc merci Romain. Donc la parité put-call, c'est on va dire que c'est une composante importante des options et du mécanisme de pricing. Donc il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc en fait, si vous voulez, il y a une formule qui nous dit qu'en fait, quand on a si on soustrait la prime du put à la prime du call, on doit obtenir exactement la même chose que si on fait cette formule qui est ici. Donc cette formule qui est ici, c'est je prends le prix de l'action, je enlève le strike, j'ajoute les taux d'intérêt et je soustrais les dividendes. Et donc quand j'ajoute tout ça, je dois obtenir exactement la même chose que ça. Si je n'ai pas exactement la même chose, il y a une possibilité d'arbitrage. Donc voilà, c'est quelque chose que bon, nous en tant que particulier, on a assez peu l'occasion de vérifier. Par contre, comme disait Romain tout à l'heure, il y a des arbitragistes. Et ces arbitragistes-là, eux, je peux vous garantir qu'ils vérifient en permanence ce genre de choses. Et quand il y a un écart qui se crée, un écart qui est important, ils vont massivement rentrer justement dans ce genre d'équation. Donc, ils vont acheter des calls, vendre des puts, ils vont acheter des actions, etc. Et ils vont faire en sorte de trader justement cet écart qu'il y a et donc d'arbitrer cette position. Et comme ils vont rentrer massivement en position, ils vont rééquilibrer le marché. Voilà, donc c'est important de comprendre en fait le mécanisme de calcul, bien que nous, à notre niveau, on va avoir du mal à faire des arbitrages. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette notion de parité put-call et on va faire donc différents calculs et regarder justement pour comprendre et détailler un petit peu tout ça. Donc on a toujours ici en bas la formule que je vous ai montrée tout à l'heure.
Et on a ici donc des hypothèses où on prend l'action qui vaut 102 euros. Le strike qu'on va choisir, que ce soit pour les calls ou pour les puts, il va être à 100 euros. On a la prime du call qui vaut 18,50. Alors, je fais une petite aparté par rapport à la semaine dernière. Hein. Donc, le call qui est ici, si c'est un strike de 100 euros, le call est dans la monnaie, ce qui explique qu'il est également plus cher que le put qui est en dessous, qui lui est en dehors de la monnaie. Ça, c'est des notions qu'on a vues la semaine dernière. Donc, le put, lui, il vaut 13,50 euros. On a choisi une expiration d'1 an, un taux d'intérêt qui est à 5% et des dividendes de 2 euros. Donc, ensuite, on va détailler un petit peu les différentes choses, concepts ici de parité, d'intérêt, de portage, et pour vérifier que justement la formule est bien correcte. Voilà, donc ce qu'on appelle la parité, hein, c'est la formule qui est ici, c'est l'action moins le strike. Donc si je fais ce calcul, 102 moins 100, ça me fait 2 euros. Donc, voilà, donc la parité, là pour l'instant, est à 2 euros. Si je continue, j'ai un taux d'intérêt qui est à 5%, donc sur un an. Donc un strike à 100 euros fois un taux d'intérêt de 5%, ça nous fait 5 euros. Si je continue, le coût de portage maintenant. Le coût de portage, c'est la formule qui est ici. Donc, c'est le taux d'intérêt moins les dividendes. Donc, 5 euros, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, les intérêts. Les dividendes, c'est le chiffre qui est ici, 2 euros. Donc, 5 moins 2, ça nous fait 3. Donc, maintenant, si je fais la parité qui est ici, plus le portage. Vous voyez, parité plus portage. Donc, c'est tout ça. Ça correspond à la droite de la formule, à la droite du égal. Parité plus portage, ici. Donc, on va faire 2 plus 3. 2 plus 3 égale 5. Et maintenant, ce qu'on appelle la combinaison, ça va être la prime du call moins la prime du put. Et alors, normalement, s'il n'y a pas de possibilité d'arbitrage, on devrait trouver également la même somme. Sinon, c'est qu'il y a arbitrage possible. Et donc, si on fait 18,50, qui est la prime du call, moins la prime du put à 13,50, on obtient bien 5. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité d'arbitrage parce qu'on a exactement les mêmes chiffres de chaque côté. Donc, ça veut dire que les options seront pricées correctement et il n'y a pas de possibilité d'arbitrage. Tu reprends, Romain? Yes, alors on va passer ici au modèle de la détermination du prix d'une option. On le disait dans nos exemples de la semaine dernière pour ceux qui étaient là, on indiquait qu'il était possible de réserver par exemple une maison à l'avance moyennant le paiement d'art. Eh bien, quand on parle de contrat d'assurance dans le cas actuel aussi de protection de sa maison, on va payer une certaine somme. Même cette somme, cette prime d'assurance, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la prime aussi sur les options, et là, un modèle de calcul qui a été développé dans les années 70 par deux mathématiciens, Black et Scholes, vous l'aurez deviné, notamment, ça fait partie des modèles qui ont été retenus. Il y a l'autre qui s'appelle Cox-Ross-Rubinstein, mais c'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Et Black and Scholes, ils ont créé ce modèle, qui a permis de déterminer le prix d'une option. Alors, pour l'anecdote, quand ils ont lancé ça dans les années 70, ils ont été portés au nu. Tout le monde a trouvé qu'ils étaient fantastiques. Grâce à eux, eh bien, on arrivait à déterminer et à gérer le risque sur des marchés d'options et que c'était parfait. Et puis est arrivé le crack de 87. Et là, tout ce qu'on va vous montrer dans les minutes qui suivent en termes de calcul, voilà, n'est que théorique. Et dans la réalité, il y a aussi la notion de loi de l'offre et de la demande qui s'impose. Et vous allez voir qu'en fait, cette partie théorique, elle va bien quand tout va bien, mais que quand le marché crée des écarts trop importants, eh bien, le modèle de Black and Scholes n'a plus fonctionné. Et là, ils ont été conspués, ils se sont fait huer en expliquant que c'était des fous dangereux et que leur modèle était nul. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et donc, c'est cet écart entre la théorie et la pratique. Reste qu'il faut comprendre ce modèle qui est le moins imparfait aujourd'hui pour mesurer, pour déterminer le prix d'une option. Donc, les hypothèses, elles sont les suivantes, c'est celles que vous avez à l'écran. Il faut pour ça qu'il y ait des hypothèses, pour que le modèle fonctionne. C'est que le prix du sous-jacent est une distribution log normale. Alors, log normale, c'est peut-être Paul qui va l'expliquer mieux que moi d'ailleurs. Je vais te laisser l'expliquer parce qu'on en a parlé ensemble en préparant et tu as une meilleure façon de décrire les choses que moi, de cette courbe qui n'est pas symétrique. Oui, tout à fait. Alors, la distribution log normale, vous avez peut-être tous en tête une distribution de courbe de Gauss.
Donc la courbe de Gauss, ça fait la caméra, ça fait, hop, je suis à l'envers, donc ça fait comme ça, voilà, ça fait, il y a un axe central et vous avez une courbe qui est symétrique de chaque côté, voilà. Et donc ça, c'est valable sur certains actifs, mais sur les actions, ce n'est pas valable parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, il y a bien marqué que les prix de l'action ne peuvent pas aller en dessous de 0. Donc, comme on ne peut pas aller en dessous de 0, ça veut dire qu'on ne peut pas faire moins 100%. Par contre, avec une action, on peut faire plus de 100%, plus de 100%, plus 300%. Donc, il y a bien un mouvement qui est en fait asymétrique, puisque d'un côté, à la baisse, je ne peux pas dépasser 100%, alors qu'à la hausse, je peux aller au-delà de 100%. Donc, c'est la distribution des prix log normal, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que à la baisse, je suis limité à 100%, à la hausse, je n'ai pas de limite, et donc c'est une distribution qui est asymétrique. Merci. Voilà, vous comprenez le principe. Après, donc sur les hypothèses du modèle de Black-Scholes de cette distribution de log normale, les mouvements sont mesurés en pourcent et le prix de l'action ne peut pas aller en dessous de 0. Il y a l'autre paramètre qui est un vrai problème, c'est que la volatilité serait constante. Or, on va le voir justement, c'est pas être le cas. Ça, c'est une des grandes limites de ce modèle-là. Mais en revanche, avec la volatilité à l'instant T, on va pouvoir déterminer le prix d'une option. On va voir qu'en fait, la volatilité, c'est l'inverse, contrairement à ce que pense beaucoup de monde. La volatilité est déterminée de par le prix de l'option, c'est ce que vous indique le petit schéma à droite de l'écran, plutôt que l'inverse. Mais en tout cas, on part de ce principe que la volatilité est constante, que le hedging est constant aussi, qu'il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage, que donc les écarts que vous montrez, Paul, tout à l'heure, ce calcul n'est pas faux, que le calcul est toujours juste, et puis qu'il n'y a pas de frais de transaction non plus. Donc, si on considère que tous ces paramètres-là sont valables, eh bien voilà comment on pourrait déterminer la volatilité implicite et donc déduire du prix de l'option cette volatilité. Donc, on va avoir comme paramètre nécessaire bien cette petite formule que vous avez en haut à droite, qui est assez simple. Je la reprends pas parce que vous allez tous la comprendre rapidement. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'afficher. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de comprendre ce niveau de maths-là. En tout cas, moi, je suis très sincèrement incapable de la lire, bien entendu, vous l'avez compris. Mais en tout cas, voilà les paramètres qui sont en dessous et qui sont nécessaires. C'est le prix du sous-jacent, le prix d'exercice de l'option, la date d'expiration, donc le temps qui va rester à courir, les taux d'intérêt. On voit que les taux d'intérêt ont une vraie incidence sur les options. On a été pendant des années dans un monde de taux d'intérêt depuis après la crise des subprimes et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans avec des taux d'intérêt bas ou négatifs même. Et donc, là, aujourd'hui, ils sont positifs. Ça crée un effet sur le prix des options par définition, bien entendu. Et puis, il y a la notion de dividende, bien entendu, qui va être aussi à prendre en compte, en fait, de tous les éléments qu'on peut connaître dans le paramètre et le pricing du prix d'une option. Il est clair que si un dividende va être détaché, qu'on connaît un élément à venir dans le prix d'une option, il doit être pris en compte dans le pricing, dans le calcul, et c'est ça qui va permettre au final de déterminer le prix de l'option. Et du prix de l'option et en fonction de tous ces paramètres-là, on va pouvoir déterminer ce qui est le nerf de la guerre sur les options aujourd'hui, cette fameuse volatilité implicite. Alors la volatilité implicite, je fais une petite parenthèse dessus. Je rappelle que la volatilité implicite, ce n'est pas la volatilité historique. La volatilité historique, c'est la propension d'un actif à varier dans une certaine plage de fluctuation et qui a été enregistrée par le passé. La volatilité implicite, c'est la plage de fluctuation qu'anticipent les opérateurs à un instant T. Je raccourcis un peu la définition de la volatilité. Elle peut être mesurée implicite, elle peut être mesurée à 30 jours ou à plus longue échéance. Le plus classique et celle que vous connaissez tous, c'est le VIX, l'indice de la volatilité sur le S&P 500 qui est mesuré à 30 jours, qui est l'indice le plus traditionnel, qu'on regarde le plus traditionnellement pour déterminer si les opérateurs sont stressés ou non. En clair, et pour aller un petit peu plus loin dans cette mesure du stress ou de la peur, même si j'imagine que vous le connaissez, c'est de déterminer que elle évolue en moyenne entre 10 et 20, on va dire, de façon normale, et que quand elle sort de ces bornes-là, on arrive à des extrêmes. Quand elle passe sous 10, ça fait quand même très longtemps que ça n'a pas eu lieu, c'est qu'on est dans un état de complaisance absolue, que l'assurance n'est pas chère du tout et que tout le monde pense que tout va bien. Quand on dépasse 20, c'est que c'est un peu la panique, et c'est comme si vous alliez voir votre assureur alors que la région est en feu et que vous lui demandiez d'assurer votre maison, il va pas vous faire payer le même prix. C'est exactement la même chose. Si les marchés sont tendus, stressés, les opérateurs tendus, stressés, le prime d'assurance, le coût de l'option n'aura pas la même valeur.
Donc, pour conclure, en fait, cette notion de volatilité implicite, ce modèle de Black Scholes est un outil de conversion qui permet de traduire de conversion entre le prix et la volatilité implicite, donc d'arriver à ce résultat de la volatilité implicite. Alors juste pour revenir sur ton introduction au départ de la formule Black-Scholes, tu as parlé du crack de 1987. Il faut savoir que justement le problème qu'avait cette formule, c'est qu'elle considérait que la volatilité implicite était identique côté call et côté put. Et depuis 1987, avec la chute importante qu'il y a eu en octobre, les market makers ont compris qu'il fallait avoir une volatilité différente au niveau des options. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle maintenant un skew dans les options. Donc, le skew, c'est quoi? C'est la différence de volatilité implicite entre les calls et les puts de même strike. Donc, juste tout à l'heure, je vous ai montré un exemple pour le calcul de la parité put-call. Il y avait un strike à 100 €. Eh bien, à l'époque, en 1987, la volatilité implicite du strike de 100 € était identique de chaque côté call et put. De nos jours, c'est plus du tout le cas. On a maintenant une volatilité implicite qui est différente côté call, côté put. Et donc, le skew, on n'en parlera pas aujourd'hui. Encore, je pourrais peut-être vous le montrer. On le verra plus facilement sur les plateformes tout à l'heure. J'essaierai de vous le montrer un petit peu à quoi ça correspond. Mais voilà, il faut savoir que ce terme-là, le skew, c'est donc, encore une fois, ça veut dire différence de volatilité implicite entre les calls et les puts. Et je suis un petit peu déçu que tu n'aies pas expliqué la formule parce que c'est niveau CM2, donc bon, c'est un peu dommage. Mais moi j'ai raté les études assez tôt, tu sais. C'est pour ça que j'ai choisi l'atelier des options était ta méthode parce qu'au moins c'est simple. Je clique, j'applique et puis j'espère que ça marche bien. Non, donc là, ça paraît compliqué la formule, mais très honnêtement, nous, on n'en a pas du tout besoin, et surtout que de toute façon, c'est un modèle qui est utilisé par les market makers, celui-ci ou d'autres. Nous, en tant que particulier, on va devoir travailler avec les prix qui sont affichés sur une chaîne d'options. Donc, de toute façon, cette formule, on n'en a pas du tout l'utilité. Et encore une fois, même si on utilisait la formule, qu'on sache comment l'utiliser correctement, on va trouver un prix. On va par exemple estimer un prix théorique de ce que vaut l'option à l'instant T, et vous avez peut-être constaté que le marché ne price pas l'option à ce prix-là. Bon, en fait, il faut savoir qu'il y a une chose quand même qui est primordiale dans le marché, c'est l'offre et la demande. Et donc, même si la théorie nous dit que le prix doit être à ce niveau-là, le marché, lui, si vous en donne un prix différent, vous devrez faire avec le marché. Donc, voilà, encore une fois, l'utilisation des mathématiques et de la formule n'est pas nécessaire, mais c'est important de comprendre comment ça marche pour mettre des bases sur ce trading d'options. Ouais, exactement. Et alors, à titre d'anecdote, ce n'est pas une anecdote très amusante, mais elle est importante. Je me souviens en 2008 qu'au moment du crack de la crise des subprimes, on avait des clients qui avaient des positions d'options qui étaient importantes et qui étaient exposées à la hausse, donc et qui notamment étaient vendeurs de put. Donc eux devaient, pour déboucler leur position, racheter du put. Face à ça, quand vous voulez déboucler une position, il faut toujours se souvenir de ça avec les options. Vous avez en face de vous un market maker, un teneur de marché. Mais si vous voulez acheter du put, il va falloir qu'en face de vous, quelqu'un en vende. Donc, imaginez au moment de la crise des subprimes, où on se demandait si le système bancaire mondial n'allait pas collapser, qui allait vendre des puts. Donc, on se retrouvait dans des configurations où on n'avait plus de prix en face de soi. Et donc, on utilisait des pricers pour essayer de trouver le pire prix possible. Et même avec les pires modèles, on les dépassait. Et donc, c'est la loi de l'offre et de la demande qui jouait à ce moment-là. Le pricer n'était plus utile et donc il a fallu payer. On a réussi à déboucler des positions, mais à des prix qui étaient évidemment affreux pour les clients qui étaient trop exposés ou qui n'avaient plus le choix en termes de money management de déboucler les positions. D'où l'intérêt dans les stratégies de souvent les bloquer, d'avoir des positions qui ne sont pas strictement directionnelles, mais qui ont des limites et des bornes pour ne pas se retrouver coincés à devoir déboucler des positions dans les pires circonstances, même si elles sont rares. Quand elles arrivent, elles sont dramatiques. Et dans ces cas-là, vous pouvez oublier tous les modèles de pricer que vous voulez. Il n'y a plus de mathématiques qui tiennent. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Je ne sais pas si vous en avez posé. Si Raphaël qui nous suit Oui. en a ou pas. Il y a une question notamment de Jean-Pierre qui nous demande quelle différence avec les varans. J'y vais, Paul. Vas-y. En fait,
La première différence, en fait, il faut comprendre que les produits de base et d'origine ont été, pour les marchés dérivés et des produits à effet de levier, les futurs et les options sont les premiers produits qui ont été créés. Donc, historiquement, on parle d'options qui auraient débuté sous Aristote. Les premières options un peu plus classiques, traditionnelles, c'est sous Diderot d'Alembert, à l'époque de l'encyclopédie. Et puis, sont arrivées les options listées dans les années 70 au CBOE, donc au Chicago Board of Trade, au CBOT à l'époque, pardon, dans les années 70. Ça, c'est ce qu'on a appelé les options listées, donc qui ont été disponibles sur des contrats enregistrés, détaillés, avec contrepartie market maker sur un marché structuré, organisé. De ces produits d'options et de futurs sont nés beaucoup d'autres produits à effet de levier, dont Varant, Turbo, certificats à effet de levier. Tous ces autres produits sont nés et ils sont issus et ils sont construits sur la base d'options et de futurs, ou d'options uniquement selon les produits en eux-mêmes. Donc, ce sont des produits qui sont eh bien, parfois simplifiés, qui permettent de reproduire l'évolution du même mécanisme qu'une option, sauf que la différence majeure entre le Varant et les options, c'est que le Varant, vous ne pouvez que l'acheter. Donc, vous êtes uniquement à l'achat de call ou à l'achat de put, contrairement aux options, où vous pouvez vous positionner de l'autre côté, qui est le côté, il faut le rappeler aussi ici, dangereux, vendeur, mais qui est le côté le plus lucratif. Comme le dit Paul régulièrement, regardez les assureurs, ils se portent plutôt bien. C'est eux qui encaissent régulièrement des primes et qui, de temps en temps, doivent débourser. Le principe des options, c'est que si vous avez cette possibilité en plus de vendre, vous vous retrouvez avec la possibilité de travailler avec deux paramètres supplémentaires en votre faveur, la hausse ou la baisse de la volatilité et surtout la valeur temps. Donc, vous avez ce paramètre complémentaire qui va être extrêmement important à prendre en compte et qui va vous permettre de créer des stratégies autres que des stratégies purement directionnelles, puisque si je suis acheteur de call ou acheteur de put, par définition, je suis directionnel. Eh bien, grâce aux options, on va pouvoir créer des dimensions autres avec des paramètres et des éléments qu'on va pouvoir détailler dans quelques instants, notamment avec les paramètres des fameux grecs qui vont rendre l'option moins linéaire. Alors avec Varant, on peut avoir, il y a ces paramètres aussi pour partie, mais vous n'êtes que d'un côté du marché, et donc c'est ça la limite de ces produits qui sont structurés, plus faciles à utiliser, mais qui n'offrent pas les mêmes possibilités et qui aussi ont bien un risque de perte totale, alors que si avec des positions d'options que je combine entre elles, je peux avoir une perte que j'enregistre, mais parfois pas totale, justement grâce à la combinaison des positions d'options entre elles. Et puis il y a un autre côté pratique cette fois-ci. Un Varant, vous avez un émetteur. Je sais pas moi, Crédit Agricole, Commerce Bank, voilà, qui a des Citi, des émetteurs comme ça. Donc vous tradez avec l'outil de l'émetteur, enfin le produit de l'émetteur. Et si l'émetteur s'en va du marché pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus personne pour trader l'outil, pour trader le Varant. Sur un marché centralisé, c'est différent parce que vous avez plusieurs market makers. S'il y a un market maker qui a un problème de cotation, il y a les autres market makers qui sont là et qui vont assurer la cotation. Alors moi, j'ai tradé les Varants il y a très longtemps, mais je me souviens très bien que lorsqu'il y avait une news, là demain il y a la Fed par exemple, à l'époque quand j'ai tradé les Varants, c'était il y a longtemps, hein, mais à chaque fois qu'il y avait une news, on pouvait plus passer d'ordre, c'était terminé. Donc si vous achetiez un Varant avant la news se produisait, c'était impossible de sortir parce que le marché était l'émetteur avait bloqué les cotations, il cotait plus, donc il attendait que la news soit passée, il attendait 5-10 minutes et au bout de 5-10 minutes, il remettait la cotation. Mais pendant ce temps-là, vous, si vous voulez sortir parce que le mouvement était vraiment parti dans votre sens, vous étiez coincé, vous ne pouvez pas sortir. Donc, alors, je ne sais pas si ça s'est arrangé cette partie-là où l'émetteur faisait un peu ce qu'il voulait, mais c'est vraiment la problématique avec les Varants et donc les produits OTC de gré à gré. Vous êtes dépendant de l'émetteur, alors qu'avec des options, voilà, il y a toujours un marché qui cote, il y a plusieurs market makers et donc ils se font une concurrence entre eux. Donc quand il y en a un qui s'en va, il y en a un qui peut prendre sa place. Et il y a un autre avantage, c'est que vous tradez avec l'intégralité de la planète. C'est-à-dire que si moi j'achète une option à un certain niveau de prix, je suis pas obligé de la revendre à un market maker. Je peux la revendre à Romain, je peux la revendre à vous, je peux la revendre à n'importe qui, à quelqu'un qui serait intéressé pour trader avec moi. Pourquoi? Parce que le prix que je vais mettre sur le marché, ça va être le prix
qui peut prendre la place des market makers si l'écart entre le bid et le ask est un petit peu trop important. Moi, je vais placer un prix au mid price et le prix que j'ai placé au mid price, il va passer devant tous les autres. Et donc, c'est ce prix-là qui va apparaître après à l'écran de Romain ou de quelqu'un d'autre qui va vouloir trader cette option. Donc, il y a aussi un gros avantage à trader les options, encore une fois, c'est que vous n'avez pas un seul et unique émetteur avec lequel vous êtes dépendant. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Michel qui ajoute que le Varan avec une volatilité plus élevée pour un même strike et une même maturité. Et le Varan avec une volatilité plus élevée. Bon, bref. Alexis nous pose la question. Je ne sais pas si la question est pertinente ce soir ou même à ce moment. Lorsqu'on est vendeur de call ou put, une stratégie combinée permet de se protéger sur ses pertes. Mais y a-t-il un risque au niveau de l'appel de marge du courtier? Ouais, alors non, c'est peut-être pas le moment tout de suite de répondre, mais vite fait, oui, effectivement, on peut vendre des options pour couvrir son risque, comme disait Romain tout à l'heure, parce que la vente d'options sèches c'est très dangereux. On va pouvoir acheter une option supplémentaire pour couvrir son risque, et donc l'appel de marge au contraire va diminuer, puisque je passe d'un risque entre guillemets illimité avec la vente d'options sèches à un risque qui est limité à la différence entre les strikes que j'ai vendus à acheter. Et donc, comme j'ai limité mon risque, j'ai limité ma perte. Et comme j'ai limité ma perte, je vais limiter la marge qui est requise par le broker. Donc, au contraire, c'est très bien de vouloir couvrir sa position. On gagne sur deux tableaux. On gagne sur le risque qui est plus petit et on gagne sur la marge qui est plus petite. Super, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ok, ça marche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite et au cœur des éléments qu'on va vous donner aujourd'hui. Ce sont les fameux grecs qui sont des outils comme vous le voyez, de gestion du risque qui vont permettre de déterminer l'évolution du prix de l'option, cette fameuse prime d'option, et comment comment ces paramètres entrent en compte dans l'évolution du prix de l'option et qui fait que l'option n'a pas une évolution linéaire. Ça permet aussi d'en déduire, d'en définir la perte ou le gain potentiel d'une position et puis l'exposition d'un portefeuille d'options. Donc, on a un petit tableau synthétique que vous avez à l'écran qui vous rappelle l'ensemble des différents grecs à commencer. Donc, on va les décomposer ensemble et vous allez les comprendre en fait de façon assez simple. Et puis vous allez voir que c'est surtout beaucoup de logique ces grecs. Il y a le delta. Le delta, c'est la vitesse de déplacement de l'option pour un décalage de 1% ou 1 euro du sous-jacent. Donc, c'est à quelle vitesse va se déplacer votre option. On va voir comment quel est l'impact du sous-jacent sur ce delta et comment on va pouvoir calculer l'évolution du prix de son option grâce à l'évolution du sous-jacent et de l'évolution du delta. Sauf que ce serait trop simple, il y a le gamma qui arrive derrière et qui est la dérivée du delta. Alors, vous allez le comprendre dans un instant, c'est assez logique aussi, mais il faut savoir à quelle vitesse se déplace le delta pour pouvoir le faire évoluer, parce qu'il ne va pas avoir toujours la même vitesse de déplacement. Rassurez-vous, c'est ici qu'on arrête les dérivés de dérivés. C'est déjà pas mal. Il y a ensuite le θ. Le θ, c'est le rapport de l'option au temps. Vous allez le comprendre assez rapidement. On dit que l'option est ce qu'on appelle un wasting asset, un actif qui perd de la valeur à chaque jour qui passe. Donc, c'est aussi, et pour répondre à la question sur la différence avec les varans, ou pour la compléter, eh bien, cette idée que à chaque jour qui passe, si rien ne bouge sur le marché, celui qui a vendu une option voit le prix de l'option diminuer et donc gagne cette valeur temps. Et puis, il y a le Vega. Le Vega, c'est le rapport de l'option à la volatilité implicite. Quel va être l'impact de la volatilité implicite sur le prix de l'option? Et enfin, le Rho, qui était oublié pendant quelques années puisque les taux d'intérêt étaient très, très bas ou négatifs, mais maintenant que les taux d'intérêt sont plus hauts, remonte et c'est Paul qui vous reviendra là-dessus en détail parce qu'il y a des éléments qui sont extrêmement intéressants en exploitant maintenant ces taux d'intérêt qui sont plus hauts. Donc, on va pouvoir commencer par le delta qu'on va regarder ensemble en détail. On va prendre des exemples. Le delta, donc comme je vous le disais, c'est la mesure de risque du décalage du prix du sous-jacent. Si le sous-jacent bouge d'1 euro, eh bien l'option va bouger en fonction
du delta auquel elle se trouve. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a évoqué les options à la monnaie, dans la monnaie, hors de la monnaie. Eh bien, en fonction du prix de là où se trouve le sous-jacent par rapport au prix d'exercice, eh bien, l'option va bouger plus ou moins vite. Alors, c'est le pourcentage d'exposition du sous-jacent. On dit que si on achète un actif sec, eh bien, il a un delta de 100. Et si on vend un actif sec, on a un delta de moins 100. Bon, ça, c'est très théorique. Encore une fois, c'est pour comprendre un peu l'idée de cette notion de delta. Il faut savoir que sur les calls, le delta, il est affiché de façon positive et sur les puts, il est affiché en négatif. Les options à la monnaie, et c'est ça qui est important à retenir, sont théoriquement avec un delta de 50. Je dis théoriquement parce que vous verrez qu'il y a un petit décalage et Paul vous l'a expliqué un peu tout à l'heure. Il y a cette notion de skew qui fait que, eh bien, c'est pas forcément le calcul n'est pas forcément parfait, mais ça donne un point de repère. C'est-à-dire que pour 1 euro de décalage de mon sous-jacent, eh bien, mon option va décaler de 0,50. Alors, on affiche 50, mais vous pouvez aussi voir 0,5. En fait, c'est souvent ça qui est retenu. Et puis, le delta, eh bien, c'est aussi la représentation de cette fameuse pente qu'on va voir dans un instant. Quand on affiche la représentation graphique d'une option, on l'affiche souvent à l'échéance. Or, on oublie cette notion, on l'oublie pas, mais on l'affiche généralement comme ça. Et il y a aussi cet autre mode de représentation qui est de tenir compte du delta, donc de ce fameux phénomène d'accélération. Et donc, c'est la pente d'accélération de l'option, si on peut le formuler de cette façon-là. Et par définition, et vous l'avez compris puisqu'on l'explique depuis tout à l'heure, le delta n'est pas quelque chose de constant, il va évoluer en fonction de la distance, de l'écart auquel on se trouve par rapport au prix d'exercice et donc par rapport au cours du sous-jacent. Le combo et l'affichage théorique du delta, c'est que le delta du call moins le delta du put est égal à 100. Aussi, voilà. Donc là, vous avez la représentation, vous avez un schéma qui vous présente l'évolution du delta. On a en bas, en vert, la représentation graphique classique d'une option à l'échéance, avec une courbe qui est linéaire et qui est droite. On voit que si on prend cette courbe à 1 mois, eh bien, elle a une certaine pente et que si on la prend à 3 mois, elle en a une autre. Donc, il y a cet écart qui est lié aussi à la valeur temps et à la pente de l'option en fonction du delta. On peut dire aussi qu'à l'expiration, le delta va converger soit vers 1, soit vers 0, selon l'écart qu'on a avec le prix d'exercice choisi. Est-ce que tu veux préciser des éléments par rapport à ce schéma, Paul? Non, bah le delta, il est de 50 ici au strike, là, et ensuite, donc du coup, il monte jusqu'à 1 et il peut descendre jusqu'à 0. Donc, c'est la représentation des courbes qui sont ici. OK. Alors, pour rendre les choses plus concrètes, on va passer par un exemple chiffré. Vous avez une action qui vaut 106, elle monte à 108. Donc, elle a progressé, je vous laisse faire le calcul de tête de 2. Quelle serait la valeur estimée d'un call dans ce cas-là? Alors, on a un sous-jacent qui vaut donc S 106. On a un prix d'exercice de 105, c'est pas le plus important. On sait que notre call, en l'occurrence, vaut 4,20. On ne va pas s'intéresser ici au put pour pas compliquer. On sait que le taux d'intérêt est d'1%. Il n'y a pas de dividende sur cette période-là. Et on a un delta, vous le voyez, qui est indiqué en bas de 0,55. Donc, on disait 50 tout à l'heure. Vous voyez que c'est représenté soit de 0 à 100, soit de 0 à 1. Et dans ce cas-là, bien, on utilise le delta de cette façon-là. Donc, 0,55 et on a un gamma présumé qui est de 0. Donc, on a un calcul qui est assez simple ici. Vous l'avez à l'écran. Si j'ai une option, un sous-jacent qui a décalé de 2 euros, la vitesse de déplacement de mon option avec un delta de 0,55, c'est donc 0,55 par chaque mouvement de 1 euro de mon sous-jacent. Comme le sous-jacent a décalé de 2 unités, de 2 euros, eh bien, mon option, elle va décaler de 1,10. Donc, mon option qui valait 4,20 avec un delta de 0,55 et un décalage de 2 euros du sous-jacent, elle vaudra 5,30. Vous avez compris un des éléments les fondamentaux des options et donc l'intérêt du delta dans la compréhension du calcul et dans l'écalage d'une position de la prime d'une option. Vous avez aussi ici cette notion de levier d'une part et puis d'accélération.
plus on va s'éloigner de la monnaie, plus le delta va augmenter ou diminuer. Et en fait, quand une option va passer, c'est pour ça qu'une option, par exemple pour un call qui est hors de la monnaie, va arriver à la monnaie, il va commencer à accélérer. Quand on va être dans la monnaie, il va avoir son accélération maximale. Et puis, quand il va tendre vers 1, ce delta, évidemment, il n'y aura pas d'accélération complémentaire. C'est pour ça qu'une option qui va être hors de la monnaie, passer à la monnaie et rentrer dans la monnaie, va accélérer beaucoup plus. C'est le schéma qu'on a ici qui reprend exactement le calcul qu'on a avant. C'est juste une représentation graphique de ce schéma-là, où on voit que, eh bien, si on a le sous-jacent qui passe de 106 à 108, lui, c'est linéaire, alors que pour l'option, c'est exponentiel. On voit cette courbe qui se forme. Donc, ça, c'est quand on a cette accélération liée au delta de l'option. Donc, en synthèse, on a cette idée que le delta, c'est la mesure de l'option causée par un mouvement de 1 euro sur le prix du sous-jacent. Je pense qu'on a assez insisté là-dessus, j'espère que c'est clair. Ça peut être aussi 1% sur les indices. On peut le mesurer aussi de cette façon-là. Le delta n'est pas constant, il va évoluer, et ça, c'est les éléments qu'on a évoqués ensemble précédemment. Le delta call est toujours positif. Le delta d'un call varie entre 0 quand il est out of the money, hors de la monnaie, et 100 ou 1 quand il est dans la monnaie. Le delta d'input est toujours affiché de façon négative. Il varie entre moins 100 et 0 ou moins 1 et 0 quand il est hors de la monnaie, dans la monnaie pour arriver à la monnaie, hors de la monnaie, pardon. Donc, in the money, moins 100 et à la monnaie, 0. Les options à la monnaie, elles ont donc théoriquement, c'est ça qui est intéressant de retenir, un delta de 0,5. On peut préciser aussi ici que quand on parle d'un futur, on dit qu'il est delta 1. Lui, il bouge de 1 pour 1. C'est-à-dire que quand le sous-jacent bouge de 1 euro ou de 1 point, eh bien, le delta du futur, il est de 1 aussi. Il va bouger de façon mécanique. Pas l'option. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'option, c'est qu'il y a ce phénomène d'accélération autour de la monnaie avec ce delta qui est de 50 ou de 0,5 quand on est à la monnaie. Et puis, ce combo qui est que le delta du call moins le delta du put est égal à 100, normalement, de delta. Voilà, donc Romain nous a expliqué pour le delta. Maintenant, on passe au gamma, donc qui est une deuxième lettre grecque, qui est en fait l'accélération du delta. Donc, on dépend toujours du prix du sous-jacent. Mais cette fois-ci, le gamma mesure pas la variation du prix de l'option, le gamma mesure la variation du delta en fonction du prix du sous-jacent. Donc à chaque fois que le sous-jacent va prendre 1 euro ou perdre 1 euro, le gamma va changer et va faire changer le delta également. Donc les caractéristiques du gamma, c'est que le gamma est identique pour les calls ou les puts. Les acheteurs d'options sont long gamma, donc ça c'est important de connaître ces notions. Les acheteurs d'options sont long gamma et les vendeurs d'options sont short gamma. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acheteurs d'options, quand on est long gamma, on veut absolument qu'il y ait du mouvement. Alors si on est acheteur de call, on veut qu'il y ait du mouvement à la hausse. Si on est acheteur de put, on veut qu'il y ait du mouvement à la baisse. Et on peut, avec les options, c'est ça qui est bien, c'est être exposé dans les deux directions en même temps, ce qui est totalement impossible avec un futur ou du CFD. Là, avec les options, vous pouvez très bien être exposé long et exposé short en même temps sur le marché en achetant une position qui s'appelle un straddle, par exemple. Donc, typiquement, demain, il y a la Fed qui va annoncer les taux. Si vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de mouvements aussi bien à la hausse qu'à la baisse, vous ne connaissez pas le sens, mais vous êtes persuadé qu'il va y avoir du mouvement, et bien vous pouvez acheter un call, un put, et vous serez positionné long gamma, c'est-à-dire que vous allez vraiment trader du mouvement fort. À l'inverse, quand on est vendeur d'options, on est short gamma, parce qu'on ne veut surtout pas que le sous-jacent il bouge. Le moins possible. Plus il reste stable longtemps, mieux c'est, puisque du coup, en tant que vendeur d'options, une autre notion qu'on verra tout à l'heure, on est short theta, on est long theta, pardon, et donc le temps qui passe joue en notre faveur. Donc à partir du moment où le sous-jacent ne bouge pas, eh ben, l'érosion du temps va se produire et donc on va pouvoir encaisser de la prime d'option. Voilà, donc bien comprendre ces notions-là. Short gamma, ce sont les vendeurs d'options et long gamma, ce sont les acheteurs d'options.
Et donc, le gamma est plus élevé pour les options à la monnaie. Ça veut dire qu'en fait, quand le delta va bouger beaucoup plus fort sur une option dont le strike est à la monnaie, alors que si on est en dehors de la monnaie, voilà, même si le sous-jacent bouge, comme on est encore loin du strike, ben, mon delta va se déplacer, mais un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les slides suivantes. Voilà, donc là, on prend en compte le delta et le gamma. Vous voyez qu'à chaque fois, le prix de l'option va varier. Donc du delta, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça représente le même graphique que ce qu'on a vu pour le delta, sauf qu'il faut ajouter également le gamma. Tout à l'heure, on a pris une théorie que le gamma était neutre, enfin était à 0. En fait, dans la réalité, il y a forcément du gamma, et donc on ajoute le delta et le gamma au prix de l'option, et donc ça nous donne une différence entre le point A de départ et le point B d'arrivée. Alors, on reprend exactement les mêmes prix que tout à l'heure, avec un sous-jacent à 106, un strike à 105, un call à 4,20, et donc un delta de 0,55, et cette fois-ci, on a un gamma de 0,4. Donc là, ce qu'on va calculer, c'est pas le prix de l'option, mais plutôt de combien va varier le delta. Donc, puisque j'ai un gamma de 0,4 et que j'ai un changement de prix de 2 euros, au départ, j'avais un delta de 55. Mais de combien va varier mon delta grâce au gamma que j'ai de 0,4. Donc, on fait la formule suivante. On va calculer le nouveau delta en faisant le changement de prix fois le gamma. Donc, 2 euros fois 0,4 égale 0,8. Donc, mon nouveau delta, comme on le disait tout à l'heure, le delta n'est pas constant, il est variable. Donc, quand vous allez voir une chaîne d'options, vous allez voir le delta qui est affiché. Si vous prenez une photo quand l'action est à 106, vous allez avoir un delta à 0,55. Mais si vous revenez plus tard avec le prix à 108, vous allez prendre une autre photo et comparer. Et donc, il y aura bien eu un changement de 2 points fois 0,4 égale 0,8. 0,55 plus 0,8 égale 0,63. Et donc, sur votre deuxième photo, vous verrez qu'une fois que le sous-jacent est monté à 108, le delta est passé à 0,63 ou 63 delta. Donc, encore une fois, il y a deux façons de le mettre, de l'afficher. Soit on l'affiche, on va dire, entre guillemets, unitairement à 0,63, soit on fait x100, comme il y a une quotité de 100 sur les actions, ça fait un delta de 63. Voilà, donc le gamma, c'est la mesure du changement du delta qui est causé par un mouvement de 1 euro sur le prix du sous-jacent. Donc encore une fois, on est sur un gamma positif, donc long gamma pour les acheteurs d'options. On est sur un gamma négatif, donc short gamma pour les vendeurs d'options. Donc la valeur du gamma sur une chaîne d'options, quand vous allez mettre votre colonne gamma, vous allez voir qu'elle est identique pour les calls et les puts, bien entendu sur un strike identique et une expiration identique. Le gamma est plus grand donc sur les options à la monnaie. Ça veut dire que la sensibilité de mon option est plus importante quand on est à la monnaie. Et le gamma est également plus grand pour les expirations proches. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler des options 0 DTE, donc les options qui arrivent à expiration le jour même. Les options DTE, 0 DTE, sont les options qui ont le plus grand gamma. Pourquoi? Parce qu'elles terminent aujourd'hui. Et donc, un mouvement de 1 euro sur le sous-jacent aujourd'hui aura beaucoup plus d'impact qu'un mouvement d'1 euro sur une expiration qui est très lointaine. Donc, le gamma sur les 0 DTE est à son maximum. Et donc, comme le gamma est à son maximum, le delta va varier extrêmement vite. Et donc, le prix de l'option va varier extrêmement vite. Donc, les traders qui voudraient faire un peu de day trading, si vous tradez sur des options 0 DTE, vous allez voir, ça swing pas mal. On va parler maintenant du θ. Dans le grec, le θ, si vous l'avez compris, c'est la valeur temps. C'est cette notion hyper importante qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est le fait qu'à chaque jour qui passe, une option perd de la valeur, ou dans le sens inverse, que plus on prend une option lointaine, plus elle vaut cher. C'est simple, hein, si vous dites que vous réservez un actif pour 1 mois ou si vous le réservez pour 6 mois, c'est pas la même implication en termes de temps, hein, comme on le dit, ou autrement dit, c'est le temps, c'est de l'argent, c'est la représentation sonnante et trébuchante du côté concret des marchés boursiers qui vous dit que ça se mesure. Donc ce θ, c'est le changement du prix de l'option compte tenu de la diminution du temps jusqu'à l'expiration. Donc en fait,
pour représenter une courbe du prix d'une option, si rien ne bougeait, comme on le lit souvent sur les options, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, chaque jour qui passe, l'option va perdre une valeur journalière. Le θ, il est toujours négatif et c'est une perte qui est continue. Plus le temps passe, et en fait, c'est une question statistique, plus le temps passe, plus la probabilité que l'option expire dans la monnaie va décroître. Dans la monnaie, c'est ITM, in the money. Donc, d'avoir raison sur son pari va décroître. Donc, la valeur temps et la notion de temps est extrêmement importante. C'est aussi une limite du modèle, de certains modèles de calcul de gestion de risque qui intègrent mal cette notion de valeur temps, ou plutôt de volatilité, et donc on le compense par de la valeur temps dans un modèle comme le système SPAN. Enfin là, je rentre dans des détails de calcul de risque, mais c'est un autre paramètre. Les options hors de la monnaie et dans la monnaie ont un profil de perte qui est similaire par rapport au temps, et on peut considérer que le θ, c'est comme un loyer en gamma que vous payez ou collectez pour votre position. Donc cette notion de gamma, justement, que vient de vous expliquer Paul, et qui va être la reproduction de cette valeur temps et de l'évolution du temps sur la position. Donc plus le temps passe, plus l'option, si rien ne change, perd de la valeur. C'est ce qui joue contre les acheteurs d'options et en faveur des vendeurs d'options. Or, on peut le rappeler ici, il y a toujours cette statistique importante, les marchés boursiers n'ont pas de tendance, ne bougent pas entre 30 et 60% du temps selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Donc, la bonne partie du temps, on peut considérer qu'en moyenne, la moitié du temps, les marchés ne bougent pas, n'ont pas de tendance. Et donc, eh bien, tous ces moments-là sont à exploiter peuvent être exploités par des vendeurs de cet état. Oui, je rajouterais que comme l'autre moitié du temps, ils font que monter, bah, tu vends des puts tout le temps et tu es gagnant tout le temps, quoi. Voilà. Sauf que vendre des puts secs, c'est très dangereux. On le rappelle ici aussi, bien entendu. Mais vous l'avez compris. Le temps, c'est donc changement de prix, donc du compte tenu de la diminution du temps de gestion d'expiration. Il y a une érosion journalière, on l'avait dit. Voilà. Donc imaginez que le θ, alors ce qu'on disait, c'est comme un loyer en gamma que vous payez pour collecter pour votre position. C'est assez simple. Si on a un θ de 40,90, eh bien, si jeudi au début de la journée, l'option vaut 12,66, eh bien, quel sera le prix de l'option à la fin de la journée? Eh bien, le calcul est simple, hein, c'est le prix de l'option moins l'érosion. L'érosion, c'est 40,90 dans notre exemple. Donc, Paul vous a affiché la réponse. Donc, 12,66 moins le prix d'une journée. Alors, on l'affiche à 40,90, c'est une unité, c'est 0,409. Donc, l'option qui valait 12,66 au début de la journée ne vaut plus à la fin de la journée que 12,25. Donc, attention quand on prend des positions d'options à l'achat, de bien choisir son timing. Et en revanche, quand on vend des positions d'options, on est ravi quand il ne s'est rien passé à chaque journée qui passe, qui avance, puisque eh bien, vous voyez que ce loyer peut être assez significatif et a un impact très important sur l'évolution du prix de l'option. Donc, il y a cette notion de timing qui est compliquée quand on est acheteur et qui est à son avantage quand on est vendeur, donc sur l'évolution du prix de l'option. Alors, il y a un graphique que j'ai pas rajouté, mais j'aurais pu le faire. C'est un graphique qui est assez connu d'érosion du temps. Donc, en fait, ça nous fait un graphique qui est comme ça. Alors, j'ai du mal avec la caméra parce que je suis inversé. Qui fait comme ça. En fait, plus on est sur une expiration longue, plus le θ est faible. Et plus on se rapproche de l'expiration, plus le θ augmente. Donc, la valeur de 0,409 qui est ici, par exemple, si l'option, il y avait un délai sur l'option, je me souviens plus. Là, c'était marqué 1 an, je crois, sur celle-ci. Si le chiffre qui est ici, c'est pour un jour qui passe, mais sur une durée d'1 an, quand on va se rapprocher à 1 mois, on va être peut-être à 1 euro de valeur temps au lieu de 0,409. Donc voilà, plus on se rapproche de l'échéance, plus le θ augmente. Et c'est aussi pour ça que du coup, les options très court terme ont un θ qui est très important. Et donc, l'érosion du temps elle est très importante sur, encore une fois, alors le 0 DTE, il n'y a pratiquement pas de θ, c'est que du gamma ou du delta. Mais sur des expirations à la semaine, il y a plus de θ que sur une option mensuelle, qui a encore plus de θ qu'une option trimestrielle, etc. C'est un petit… Ouais, merci de le préciser. C'est ce qu'on disait. En fait, c'est ce rapport statistique. En fait, plus le temps passe,
plus la probabilité que mon pari soit juste ou pas. Donc, il est normal que l'impact du temps soit de plus en plus important. Tout à fait. Donc, une autre grecque des options, c'est l'euro. Donc, l'euro, ça représente le taux d'intérêt sans risque, donc qui est le taux d'intérêt qu'un investisseur pourrait attendre d'un placement totalement dépourvu de risque sur une période donnée. Donc, ça nous indique le rendement alternatif et hypothétique que nous pourrions obtenir sur notre capital si nous choisissions de ne pas investir sur des options. Donc, en fait, c'est le taux d'intérêt des banques centrales, hein, donc qui est considéré comme un taux sans risque. Si on achetait une obligation, on toucherait un coupon avec soi-disant aucun risque sur le nominal, donc on toucherait le nominal et on toucherait un intérêt. Donc ça, c'est le taux sans risque. Et donc il est calculé dans ce qu'on appelle le coût de portage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous achetez un call, comme vous n'achetez pas l'action elle-même et que vous achetez un droit d'acheter l'action plus tard, eh bien, dans ce prix du call, il y a un coût de portage, il y a des taux d'intérêt qui sont inclus à l'intérieur. Et donc, ça a un impact sur la prime de l'option. Donc, le risque par rapport à… Enfin, qu'est-ce que mesure l'euro? Donc, c'est le taux d'intérêt sans risque. Donc, si le taux d'intérêt change, l'euro va changer. Et donc, l'euro, c'est l'évolution du prix de l'option pour une variation de 1% du taux d'intérêt. Donc, si la Fed baisse les taux de 0,25 points de base, comme c'est prévu mercredi, bon, bah, l'euro va changer un petit peu par rapport à ce taux d'intérêt qui baisse. Les options vont très légèrement être impactées par ce prix-là. Mais vous voyez, donc ça va être assez faible puisque c'est là, on parle de 1%, alors que quand la Fed monte ou baisse les taux, en général, c'est de 25 points de base, donc c'est assez faible. Donc ça a assez peu d'impact. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez, quand on a une hausse des taux d'intérêt, on augmente le coût de portage. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on achète un call, c'est un petit peu comme si vous faisiez un prêt à la banque. On peut schématiser ça comme ça. Et donc, plus les taux d'intérêt sont chers, plus le prêt à la banque est cher. Et inversement, plus le taux d'intérêt est faible et moins le prêt est élevé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse des taux d'intérêt augmente la valeur des calls, mais par contre, diminue la valeur des puts. Et alors, du coup, inversement, la baisse des taux d'intérêt va diminuer la valeur des calls et augmenter la valeur des puts. Et donc, on reprend encore une fois la formule de tout à l'heure, c'est la parité put-call. Donc, le taux d'intérêt, du coup, vient impacter cette partie-là, qui est le coût de portage. Et donc, en ce moment, comme on le disait avec Romain, il y a des taux d'intérêt qui sont très élevés. Et donc, il y a des possibilités d'arbitrage, c'est pas vraiment de l'arbitrage, mais disons qu'il y a des possibilités de mettre en place des trades qui sont… on a fait une vidéo à ce sujet. On peut mettre en place des trades qui ne sont pas perdants. Donc, qui sont systématiquement gagnants, mais bien entendu, il y a un mais parce que ce serait trop beau. Le taux de réussite est très faible. Et par contre, même si le trade ne réussit pas comme on voudrait qu'il se produise, en tout cas, on ne perd pas d'argent. Mais ça, c'est grâce aux taux d'intérêt qui sont élevés en ce moment. Si les taux commencent à baisser, ça ne va pas durer, donc on ne pourra plus profiter de cette stratégie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie, ce n'est pas une stratégie miracle, c'est simplement que c'est dû justement aux taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc le coût de portage est très élevé. Et donc si on sait utiliser les options correctement, et en utilisant cette formule-là, en fait, hein, on va arriver à mettre en place, encore une fois, des stratégies qui ne perdent pas d'argent, mais avec un taux de réussite très faible. Il faut le préciser parce que voilà, il n'y a rien de miraculeux non plus dans les options. Hein. Si vous mettez un trade en place dans le marché avec zéro perte potentielle, en face de vous, il y a un market maker. Donc lui, il n'est pas idiot, il ne va pas vous donner une probabilité de réussite qui est très très élevée sur ce type de stratégie. C'est un petit peu, si vous voulez, vous mettez en place un ticket de loto, sauf que c'est un ticket de loto qui est gratuit. Donc c'est toujours intéressant à mettre en place ce type de stratégie, puisqu'un ticket de loto gratuit, par définition, on risque rien. Donc là, on va avoir un exemple avec un prix du call sur un taux d'intérêt qui était à 1,5% et une valeur du call qui est à l'instant où le taux d'intérêt est à 1,5. On a une prime qui vaut 12,66. Qu'est-ce qui se passe si le prix
de mon taux d'intérêt, enfin si le taux d'intérêt monte à 3,5, qu'est-ce qui va se passer sur mon prix d'option? Donc on va avoir la prime de l'option qui va être égale auquel va s'ajouter le changement du taux d'intérêt fois l'euro. Donc l'euro, il est ici à 5,7. Si je regarde du coup ma formule, on arrive sur 12,66, qui est la prime de mon call. Si j'ai une hausse des taux d'intérêt, je vais donc rajouter le coût de portage qui est ici. Et donc, on a 12,66 plus 2% plutôt. Donc, de 1,5 à 3,5, ça fait bien 2%. 2% fois mon rho. Donc là, il est exprimé fois 100, et là, c'est unitairement. Donc, 2 fois 0,057. Ça fait 12,774. Donc, vous voyez que le taux d'intérêt a quand même un impact qui est assez faible sur la prime de l'option. C'est pas énorme par rapport à ce qui peut se produire par rapport au delta, au gamma. On peut mettre en place des stratégies sur les taux d'intérêt, mais c'est pas les plus lucratives. Il faut beaucoup de capitaux. Oui. Il reste un dernier grec qu'on va regarder ensemble. C'est le Vega. Le Vega, c'est la lettre qui a choisi pour l'impact de la volatilité sur le prix d'une option. C'est ce qu'on comprend assez bien de façon intuitive. On va voir que c'est pas toujours le cas dans son explication. L'évolution du prix de l'option, c'est pour une variation de 1% de la volatilité implicite du sous-jacent. Encore une fois, la hausse ou la baisse de la volatilité vont avoir un impact par définition sur la prime d'option. Plus les variations journalières anticipées, parce que c'est pas celle historique, mais anticipées, vont être importantes, plus la volatilité va être importante. Alors, vous pouvez vous douter qu'un marché qui décale de 3% va être par définition le terrain d'augmentation de la volatilité. Plus la volatilité va augmenter, plus le prix de l'option va augmenter aussi. Donc, ça peut avoir un impact dans des prises de position parce qu'on peut être, par exemple, vendeur de call et être exposé à une baisse de marché et voir son gain moins important qu'on pourrait l'estimer parce que justement, le marché baisse brutalement et que la volatilité augmente. Donc, elle vient augmenter malgré l'exposition directionnelle de la position, le prix de l'option. Donc, il faut le prendre en compte, bien entendu, aussi dans ces termes-là. C'est bien entendu l'inverse. Quand on est vendeur d'options, on s'attend à de la baisse de volatilité. On travaille plutôt dans ce sens-là. Quand on est acheteur d'options, au contraire, on va plutôt tabler sur cette hausse de volatilité. La hausse de la volatilité implicite augmente aussi la valeur d'une position longue gamma. Ça rejoint ce que vous disiez et ce que vous expliquez, Paul, tout à l'heure. Et puis, les options de long terme sont plus sensibles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la volatilité implicite. Elles ont plus de Vega. Donc, l'exposition est plus importante, la sensibilité est plus importante, plus on va loin dans le temps sur les options. Ouais. Juste une petite précision justement par rapport à la volatilité implicite et par rapport à l'acheteur de call, par exemple. Il y a un phénomène qui est assez connu des traders d'options, c'est que les gens qui achètent un call, l'action monte et pourtant ils perdent de l'argent. Pourquoi? C'est parce que justement, entre-temps, la volatilité implicite a baissé. Et donc, il peut arriver que sur certains événements, je prends l'exemple soit de la Fed par exemple, ou alors des earnings. Par exemple, il y a FedEx qui va annoncer ses earnings dans la semaine. Si vous êtes haussier sur FedEx, vous allez acheter un call. Le problème, c'est que comme les earnings, c'est un événement assez binaire, pile ou face, on va dire, avec une assez grosse incertitude, la volatilité implicite, elle est très élevée. Donc, vous achetez le call, l'earning se produit, l'action, le marché apprécie la nouvelle, l'action monte, mais en fait, vous vous rendez compte que votre call a perdu beaucoup de sa valeur. Pourquoi? Parce que finalement, l'événement s'est produit, mais la hausse, elle n'est pas très spectaculaire. En tout cas, elle est plus faible que ce que le marché anticipait comme mouvement potentiel. Et donc, votre prime de call, elle s'écroule. Et donc, il y a beaucoup de traders d'options ou même de varans, c'est un petit peu le même concept, qui se disent, mais moi, je comprends pas, j'ai acheté un call, j'ai acheté un varan, l'action est montée, pourtant, j'ai perdu de l'argent. Et ben, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas justement saisi, c'est qu'il y a une volatilité implicite qui était très élevée. Vous avez acheté le call quand il fallait pas, c'est-à-dire au moment où la volatilité implicite était très élevée, vous avez subi la baisse de volatilité et la hausse n'a pas été suffisante pour compenser cette baisse. Donc, la volatilité implicite, c'est une des composantes très importantes quand on trade des options. Il faut vraiment la regarder et la surveiller. Excellent. Alors, un petit exemple chiffré, mais vous êtes
pareil avec les maths d'options, vous avez vu que c'est pas si méchant que ça. Si on a un Vega de 12,5 et qu'on a une volatilité implicite qui est à 77, qui descend à 76, alors qu'on a une option qui vaut 12,66 comme dans notre exemple depuis le début, eh bien le changement de volatilité, on va déduire cette baisse de volatilité du prix de l'option, de la prime. Donc on a une unité qui va être calculée à 0,125, hein, on l'affiche à 12,5, mais c'est 0,125 qu'on va retenir, et qui va être déduit du prix de l'option d'origine. Donc 12,66 devient 12,53,5. Juste pour un mouvement de baisse de la volatilité. Donc là, on voit cette fois-ci que une volatilité à 77, c'est costaud quand même, hein, mais on voit que pour une baisse de volatilité d'un point, on a tout de suite un impact assez significatif sur le prix de l'option. Vous imaginez sur une volatilité qui est à 77, si elle descendait à des niveaux normaux, on va dire entre 10 et 20, le plongeon que ça pourrait être pour le prix de l'option. Donc attention, encore une fois, comme le disait Paul, à l'acheteur d'options qui va être plus exposé à la baisse de volatilité, encore que l'acheteur de put est content. Mais en tout cas, pour le vendeur, c'est un paramètre évidemment hyper important à prendre en compte. Et théoriquement, on va essayer de vendre des options en volatilité haute et d'acheter des options en volatilité basse. Encore une fois, tout dépend un peu du sens et de la stratégie et de la combinaison globale. Ouais, alors une volatilité de 70, 76, 77, c'est beaucoup pour un indice. Le VIX est à 15 en ce moment, mais par contre pour une action du genre les techs américaines comme je sais pas moi, comme Circle par exemple en ce moment qui bouge pas mal, comme Palantir, choses comme ça, on va avoir des volatilités qui sont très élevées comme celle-ci. Donc autant sur un indice c'est très rare d'avoir ce chiffre-là, c'est une fois toutes les décennies, alors que sur des actions on trouve très régulièrement des actions sur le marché avec des volatilités comme celle-ci. Alors bien entendu, hein, pas des McDonald's ou des Coca-Cola, hein, mais plutôt des valeurs de la tech américaine qui bougent pas mal. Ou en ce moment, peut-être, j'ai pas regardé les volatilités, mais je pense que Baidu et Baba, par exemple, de la valeur chinoise en ce moment qui bougent beaucoup, elles doivent avoir des volatilités implicites qui sont à des niveaux assez élevés. Peut-être pas ces chiffres-là, mais relativement élevés. Je viens de regarder pendant que tu t'expliquais, Paul, pour Baidu, c'est 44. Pour Alibaba, on va le dire à l'instant, c'est 46. En revanche, j'ai regardé Circle et la volatilité est à 94. Ouais. C'est assez impressionnant. Donc justement, ce qu'on vient de dire par rapport à toutes ces volatilités entre 15, 77, 45, 94, en fait, ça va être ça, hein, c'est la variance. Donc en fait, l'évolution du prix de l'option, donc pour une variation de 1% de la volatilité implicite, ça c'est donc encore une fois c'est la définition du Vega. Et donc la volatilité implicite, c'est une mesure des valeurs possibles du sous-jacent dans un futur. En général, on parle de annualisé. Donc quand on dit que Circle a une volatilité de 95%, ça veut dire que le marché prévoit que Circle peut bouger de 95% à la hausse comme à la baisse. Donc encore une fois, hein, vous voyez bien que c'est une distribution qui est log normale. Donc on a déjà vu des volatilités qui sont bien supérieures à 100%. Moi, je me rappelle le cas de GameStop, qui est un cas assez connu aussi au niveau des options, où on a eu un bull run phénoménal sur GameStop. On avait des volatilités qui dépassaient, je crois, 500%. Donc 500%, bien entendu, il est évident qu'on ne peut pas avoir 500% à la baisse, c'est pas possible. Donc on avait éventuellement 100% à la baisse et 500% à la hausse. Et alors ce qu'on a là, c'est pas une distribution log normale, c'est une distribution classique, mais par contre ce que ça représente, c'est les différences de volatilité et donc d'impact sur le cours du sous-jacent. En fait, vous voyez ici, vous avez donc le cours du sous-jacent, il est centré ici au milieu des cloches à 0%, et on a ensuite ici une variation potentielle de plus 10% ou de moins 10%. Si on a une petite volatilité comme sur le VIX à 15%, on va avoir une distribution des cours qui est comme les pointillés verts, c'est-à-dire que normalement, on va avoir les cours qui vont varier, je ne sais pas moi, de moins 2% à plus 2%. Voilà. Et on peut avoir quelques sorties éventuelles rarissimes de ce qu'on appelle 2 écarts types, 3 écarts types, où on va sortir de ces bornes, mais c'est vraiment, ça arrive très, très peu souvent. En revanche, quand on a une volatilité qui est beaucoup plus grosse, comme Circle avec 95 par exemple, on a une distribution des cours qui est beaucoup plus grosse, puisque le cours il est très volatile
Donc, on peut très bien imaginer qu'il bouge de plus 10% ou de moins 10% en 30 jours ou sur un an, ça dépend comment on regarde. Mais en tout cas, si on regarde par rapport à un indice, on va avoir des écarts qui sont phénoménales. L'indice bouge très peu et des actions individuelles vont bouger beaucoup plus. Donc ça représente la distribution potentielle des cours, mais avec une grosse volatilité. Et ça représente une distribution potentielle des cours, mais avec une petite volatilité. Voilà, donc là, vous avez pu voir un petit peu ce que c'était que les Grecs. Alors, encore une fois, hein, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. On n'en a pas vraiment besoin tous les jours. Je vais vous montrer sur une chaîne d'options vraiment ce qui est important à regarder. Mais il faut comprendre quand même ce que c'est que les Grecs, à quoi ça sert. C'est toujours très utile pour la compréhension des options. Même si, encore une fois, si on ne les regarde pas et si on ne les calcule pas, au moins, voilà, maintenant vous savez que le delta, à quoi ça sert. Le gamma, c'est une accélération du delta. Le Vega, bah, vous savez que si vous êtes short Vega ou long Vega, c'est pas du tout la même chose. Vous savez que s'il y a une petite volatilité, une grosse volatilité, c'est pas non plus la même chose. Bon, et pour les taux d'intérêt, encore une fois, voilà, ça a un impact qui est un petit peu moindre. Et puis le θ, le fameux θ, si vous êtes long θ, donc si vous êtes vendeur d'options, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, le θ va faire que votre option diminue chaque jour de son prix. Donc, pour un vendeur d'options, c'est l'objectif. Et à l'inverse, si vous êtes acheteur d'options, vous prenez le θ en pleine face. Hein, donc, si vous avez un gros θ, eh ben, vous risquez si la hausse, si vous achetez un call et que la hausse n'est pas assez forte, vous pouvez avoir une érosion du temps qui est bien supérieure à ce que le mouvement sur le sous-jacent vous rembourse. Donc, voilà, ce sont des notions qui sont importantes à comprendre. Et donc, le CBOE, on fait des options sur les marchés européens avec le CEDEX. Je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, peut-être qu'avant, je vais répondre à quelques questions. Raphaël, si tu en as. Oui, il y a une question sur l'érosion du θ est calculée automatiquement ou ça se fait avec l'offre et la demande dans la journée? C'est les marchés qui vont pricer petit à petit l'érosion du temps. Alors, ça dépend. Si tu regardes une expiration à la semaine ou à 2-3 jours, bah, dans la journée, tu vas avoir l'érosion du temps qui se produise. Alors, à toute chose égale par ailleurs, ça veut dire qu'il ne faut pas que le sous-jacent bouge, il ne faut pas que la volatilité implicite elle bouge. Mais ces jours-ci, on avait des séances boursières qui étaient assez stables. Par exemple, sur le CAC 40, on a eu 10 jours, on est resté coincé dans un range. Si le jour 1, tu regardes le CAC 40 à je sais pas, 7000 points et tu regardes le lendemain, il est revenu à 7000 points. Si tu avais une option à la semaine, bah, tu verrais la différence de prix qui serait due uniquement du coup à l'érosion du temps. Donc, encore une fois, rien n'est constant, tout bouge, toutes les variables bougent en permanence, mais l'érosion du temps, elle est progressive. Et encore une fois, toute chose est égale par ailleurs, si rien ne bouge et qu'il n'y a que le temps qui passe, tu vas constater petit à petit dans la journée l'érosion du temps. Alors, encore une fois, elle sera plus forte sur une échéance très courte. Tu le verras beaucoup plus sur une échéance très courte que sur une échéance longue où là, tu ne verras pas grand-chose. Et sur un pricer, on peut le voir, on peut le modéliser aussi l'évolution de sa position par rapport à l'évolution du temps. Donc, on peut la connaître à l'avance. Donc, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, mais on a déjà une idée. Donc, c'est entre les deux. S'il se passe rien, c'est plus qu'un calcul automatique. Enfin, c'est un calcul automatique. Si ça bouge un peu, bah, les paramètres vont s'ajuster. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on demande si le MONEP existe toujours. Alors le MONEP en soi, non, parce qu'il a été racheté par le LIFE. MONEP, c'était marché des options négociables de Paris, et ça a été racheté par le LIFE, donc un marché anglais à l'époque. Et ce marché, il a été avalé à son tour par Euronext. Donc c'est Euronext qui s'est appelé Euronext LIFE à un moment, qui englobe tous ces marchés-là aujourd'hui, mais c'est le même marché qu'à l'époque, c'est-à-dire que ce sont des fusions, mais le marché est globalement celui d'Euronext aujourd'hui et il existe toujours. Il est possible toujours de négocier ces options et vous avez compris qu'avec le CBOE, il y a une ouverture de ce marché français qui est fait aussi par la plus grosse place de marché américaine. Ok, excellent. Et enfin, on demande sur quelle plateforme, en gros, on peut visualiser les Grecs? Et bien sûr, si vous ouvrez un compte avec Interactive Broker, enfin avec WH Self Invest,
vous allez justement avoir la possibilité de passer sur la plateforme, donc la TWS, donc Trader Workstation de Interactive Broker, parce que donc WH Self Invest c'est un partenaire d'Interactive Broker, et donc vous allez avoir la possibilité d'avoir ce type de plateforme avec du coup un accès aux options. Donc là je suis sur LVMH et je suis sur l'exchange du CEDEX. Et donc vous avez voilà sur votre chaîne d'options les fameux strikes qui sont au milieu. Donc toutes les chaînes d'options normalement se ressemblent, elles sont toutes paramétrées dans le même design un petit peu, c'est-à-dire les calls à gauche, les puts à droite, les strikes au centre, et ensuite vous avez les différents donc prix par option, le bid et le ask. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure justement, c'est vous voyez on retrouve le delta, moi je l'ai mis. Les grecs, voilà, vous pouvez rajouter le gamma, il vient de s'ajouter là, voilà. Et le θ, par exemple, on va essayer d'en mettre encore une autre. Ou le Vega. Θ, Vega, vous voyez, donc on peut rajouter comme ça toutes les grecs qu'on veut. Et donc je vais rajouter la dernière qui est le Vega. Soit la plus importante soit ici. Voilà. Et donc, encore une fois, chaque strike a ses propres grecs, puisque chaque grec a un impact différent sur la prime de l'option. Et donc, voilà, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le delta, il est à la monnaie, il est de 50. Le gamma est le plus élevé sur une option à la monnaie. Le θ également. Le Vega également. Mais donc là, si on regarde le θ, par exemple, sur le strike 480 et le call, c'est moins 0,27. Et si je me mets sur l'échéance de novembre, alors par contre, je ne me rappelle plus ce que j'ai choisi, 480. Là, voilà, on a un θ de 0,19. Donc, vous voyez, si j'achète le call d'échéance novembre, dans les 66 jours, j'aurai une érosion du temps qui va être plus faible, de seulement 0,19 centimes par jour contre 0,27 sur une échéance de 30 jours. Et alors, si je prends 3 jours, n'en parlons pas. Le θ est à, pour la même option, le même strike. Bon, là, ça met du temps à s'afficher, mais donc, vous voyez, là, sur le strike 490, on est à 0,70. Donc là, on peut imaginer qu'on va être à 0,61, pardon. Donc, on est vraiment sur des érosions qui sont beaucoup plus rapides, c'est normal. Il reste très peu de temps avant échéance. Super. T'as d'autres questions? Non, écoute, pour ce soir, je vérifie à nouveau. Ah si, j'en ai quelques-unes, pardon. Alexis demande si le θ joue plutôt contre l'acheteur ou contre le vendeur. Le θ joue contre l'acheteur. Tu achètes du temps quand tu es acheteur d'options. Alors que ce soit un call ou un put, tu achètes du temps. Et par contre, si tu es vendeur d'options, tu bénéficies de l'érosion du temps. Donc, il faut se rappeler de ça. Vendeur d'options, l'érosion du temps est bénéfique. Acheteur d'options, l'érosion du temps est pas bénéfique. C'est quoi l'inverse de bénéfique? Maléfique. Maléfique, ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit celui-là. Nuisible, préjudiciable. Ouais, nuisible, c'est très bien. Voilà. Romain, il a du vocabulaire. Il n'est pas bon en maths, mais il a du vocabulaire. Autre question, est-ce qu'on peut traiter les options sur indice? Oui, bien sûr. Alors, il existe des options sur tous les marchés. Donc, en fait, vous pouvez trader des indices, donc le CAC 40, l'indice SPX, qui est l'indice SP500, le DAX. Vous pouvez trader voilà, le VIX, par exemple. Vous pouvez trader des actions, donc les actions françaises, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Les actions américaines, il y en a beaucoup. Après, les actions allemandes, hollandaises, des futurs. Vous pouvez trader le futur SP500. Vous pouvez trader le crude oil, donc le pétrole, le gold. Voilà. Donc, il y a vraiment des options sur énormément de produits. Même pour ceux qui sont fans de crypto, vous pouvez trader le Bitcoin, par exemple. Vous pouvez trader des ETF sur le Bitcoin. Vous pouvez trader des actions qui ont des Bitcoins en portefeuille. Donc, en général, elles bougent en même temps que le Bitcoin. Donc, il y a de quoi faire aussi
avec les options sur le Bitcoin. Il y a de quoi faire pour ceux qui vraiment sont fans de Bitcoin. Il est possible de trader sur des marchés centralisés et régulés. Donc, pas besoin d'avoir un wallet, pas besoin d'avoir tout la panoplie qu'il faut pour trader les bitcoins sur de l'OTC, sur des marchés régulés. Vous pouvez trader depuis un portefeuille unique, aussi bien des futurs, des options, des actions et du bitcoin du coup. Parfait. Est-ce qu'il est possible de faire une extraction des chaînes d'options pour les intégrer dans une feuille Excel? Et si oui, comment? Alors, avec Interactive Broker, il y a une API. Alors, par contre, moi, je ne m'en sers pas du tout, mais là, il faut étudier avec. Il faudra mettre en relation avec Interactive Broker. Mais il y a une API, effectivement, il est possible d'extraire les chiffres que vous avez à l'écran pour les travailler sur Excel. Ou avec Python. Okay. J'ai des clients, moi, ils ont fait des programmes avec Python en se servant des datas qu'ils arrivent à extraire depuis Interactive Broker. Okay. On demande aussi, Florent demande quelles sont les grandes règles de gestion de la marge disponible pour un compte à marge. Eh ben, les grandes règles, c'est de ne pas dépasser la marge dont tu disposes. Là, je suis sur un compte démo, donc j'ai 860 000, donc c'est énorme, mais on voit que j'ai une maintenance par rapport aux positions qui sont là de 8 000. Bon, j'ai donc du coup un excès de liquidité de 850. Bon, théoriquement, je peux monter jusqu'à 850. Enfin, en tout cas, je peux encore utiliser 850 pour prendre de nouvelles positions. La différence, enfin là où il faut faire attention, c'est surtout si tu utilises des trades à risque, enfin des ventes d'options, parce que les ventes d'options, du coup, il y a une marge à l'instant T quand tu ouvres la position, mais après, si le cours part contre toi, non seulement tu as une perte qui se crée, mais tu as une marge qui augmente également. Alors que si tu fais des positions à risque limité, donc ce qu'on appelle des spreads, des combinaisons, tu vas avoir cet impact qui va être beaucoup plus faible. Normalement, quand tu prends une position, ton spread, il est inclus dans ta maintenance. Et donc, la perte que tu peux faire, c'est la différence du spread. Donc, c'est beaucoup moins impactant. Il est évident qu'il faut toujours garder un excès de liquidité. Il ne faut jamais aller à son maximum. Déjà, si vous faites 50 à 75%, c'est déjà énorme. Donc, encore une fois, ça va dépendre du nombre de trades que vous faites, mais et surtout le type de trade que vous allez faire. Mais voilà, ne dépassez pas à 75%. Et quand vous faites ça, assurez-vous d'avoir diversifié votre portefeuille, parce que si vous faites que des ventes de put spread sur toutes les actions ou les indices, il suffit que les marchés s'écroulent pour que vous perdiez 75% de votre portefeuille d'un seul coup. Donc voilà, la diversification est importante aussi quand on utilise après la marge à son maximum. Puis c'est important aussi, précision, de raisonner en termes de nominal quand on va prendre des positions, une exposition. Donc de se dire quelle exposition j'ai globalement sur le marché quand je vends un put, donc avec le temps de prix par point et multiplié par mon prix d'exercice, je vais savoir quelle est mon exposition, etc. Donc ça, c'est important de regarder avec cette notion de nominal. Et puis ensuite d'envisager, sans être pessimiste, mais comme on dit, d'envisager le meilleur et de se préparer au pire, d'envisager le pire cas de figure sur l'évolution de la position. Qu'est-ce qui se passerait si l'indice évolue de 5% en ma défaveur en 48 heures, etc. Donc, c'est aussi de raisonner en termes de scénarios négatifs, et c'est pour ça que, comme le dit Paul, les spreads, c'est fantastique parce que ça permet de loquer un risque de façon absolue et certaine, et au moins d'être sûr de son exposition globale dès le départ, et de pas parier sur une normalité du marché, puisque tous ces modèles de Black-Scholes et de calcul de probabilité de risque ont été vraiment remis en cause, notamment par les travaux de Richard Thaler, qui ont expliqué que il ne prenait pas assez en compte les phénomènes exceptionnels qui se produisaient bien plus souvent que ce qu'on pouvait, ou bien plus régulièrement que ce qu'on pouvait l'escompter, et donc de prendre en compte ces éléments exceptionnels. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Et je prendrai la dernière question d'Amine qui demande comment est-ce qu'on peut choisir l'expiration et le strike? Alors l'expiration, ça c'est un petit peu
ce qui est difficile en fait avec les options, c'est que on doit déjà choisir un sens et ensuite on doit choisir une durée. Donc, comment est-ce qu'on choisit l'expiration? Ça va dépendre du scénario que la personne se fait. Donc, si elle fait une étude chartiste, par exemple, et qu'elle estime qu'il y a une figure, voilà, une figure de retournement, et que cette figure de retournement, pour qu'elle ait le temps de fonctionner, de marcher, il faut, je sais pas, mettons, laisser un mois. Bon, si c'est un mois qu'elle détermine comme scénario possible, prendre un mois, c'est le minimum du coup, puisque la personne s'est dit il faut normalement habituellement un mois pour que cette figure-là se réalise. Donc voilà, vous voyez, par exemple, j'ai 30 jours. Voilà, ça va être le minimum. Moi, je considère toujours qu'il vaut mieux garder un petit peu de temps. Il vaut mieux se laisser de la marge. Donc éventuellement doubler son échéance, c'est pas mal. Alors bien sûr que si ça se produit rapidement, étant donné que les Grecs sont, comme on l'a dit, sont plus rapides sur une échéance court terme, bon bah forcément le trade sera un petit peu moins gagnant. Mais par contre, si c'est l'inverse qui se produit et que notre scénario finalement il n'a pas mis un mois pour se produire, mais un mois et demi, ben, on aura bien été content de prendre l'échéance d'après. Donc il vaut mieux avec les options, il vaut mieux se laisser de la marge plutôt que vouloir prendre trop court et finalement bah, être un peu déçu parce que le sous-jacent est parti, mais comme on avait prévu une échéance trop courte, il est parti sans nous, on n'était déjà plus dedans. Alors ça, c'est pour l'échéance. Et le strike, encore une fois, ça va dépendre. Alors moi, je parle en termes d'agressivité, on va dire. Si je suis plutôt conservateur, je vais prendre une option qui va être dans la monnaie. Donc, vous voyez, du côté sur la chaîne d'options, c'est facile de voir une option dans la monnaie. Elle a une couleur plutôt bleutée. Et donc, on a un delta qui est plus important, qui est plus élevé. Pourquoi dans la monnaie? On va le voir. Hein. Si je prends cette option-là, qui a un delta, mettons, de 0,83, on voit que le θ est de 0,20. Maintenant, si je prends une option à la monnaie, donc à 520, on voit que j'ai un delta de 0,30. Et si je prends une option qui est en dehors de la monnaie, on voit que j'ai un θ de 0,18. Donc en fait, là, on a par rapport, alors le 0,18, c'est vraiment, ça c'est plus faible. Mais 0,25 par exemple, celui-ci est plus marquant. Parce que là, on est tellement loin qu'on a un delta très faible, donc très très peu de chances de réussite. Mais donc 0,20 si j'achète dans la monnaie, donc ça veut dire que tous les jours, ma prime va perdre 20 centimes. Si je prends une option à la monnaie, là, elle va perdre 30 centimes. Et là, si je prends en dehors de la monnaie, mais sur un delta qui reste raisonnable, elle va perdre 25 centimes. Donc dans les deux cas, ces deux options-là vont perdre plus que mon option dans la monnaie. Donc ça, c'est si on est prudent dans le sens où conservateur, on va dire, bah, ok, j'ai un scénario haussier, mais comme je suis pas tout à fait sûr de moi et que je veux me laisser du temps et que je veux pas trop que ce temps vienne impacter ma stratégie, je vais acheter une option dans la monnaie de façon à ce que l'érosion du temps soit plus faible. Par contre, si on est on va dire, si on est agressif ou très agressif, agressif dans le sens où on est convaincu, c'est plus une conviction si vous voulez, on est convaincu que le sous-jacent va monter vite et fort. Si on est convaincu qu'il va monter vite et fort, eh ben, on a intérêt à acheter une option soit à la monnaie, donc avec un delta proche de 0,50, soit en dehors de la monnaie. Mais en dehors de la monnaie, voilà, tout à l'heure je vous disais delta 0,14, c'est beaucoup trop agressif, plutôt 0,30, voilà, 0,23 par exemple, où là, en fait, certes, l'érosion du temps est un peu plus forte, mais par contre, le delta et le gamma sont plus importants. Vous voyez, là, on a 0,8, 0,6, alors que là, on était à 0,5. Donc, l'accélération du gamma et du delta vont être plus importantes, ce qui fait qu'en fait, le rendement qu'on va pouvoir tirer de notre option va être plus gros. Donc, c'est le choix de l'échéance, c'est une question d'anticipation, de scénario. On se fait un scénario. Combien de temps il faut? Je prends un petit peu plus par ces mesures de sécurité. Et le choix du strike, c'est votre agressivité ou votre conviction dans le trade. Encore une fois, plus vous êtes convaincu que ça va marcher vite et fort, bah, prenez un delta voilà, entre 0,50 et 0,30. Par contre, si vous n'êtes pas archi sûr, vous pouvez jouer un petit peu la prudence, vous prenez un delta de 0,8. Et donc, le strike correspond à un delta. Donc, moi, je parle souvent en delta, mais en face correspond à un strike. Donc, voilà, si vous prenez un delta de 0,50, bah, le strike à choisir, c'est le 500.
Si vous prenez un delta de 0,81, le strike à choisir, c'est le 460, et ainsi de suite. Super, merci Paul, merci Romain pour ces explications et pour les réponses à toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le troisième épisode de cette série de formation sur les options. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Paul, Romain, bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci Raphaël. Bonne soirée à toutes et à tous.